Bien, merci, Monsieur le Président, chers confrères, chers consoeurs. Voilà, je vais parler d'un problème qui a été résolu en l'espace d'une dizaine d'années et qui a été l'extension du tableau périodique des éléments au-delà de l'uranium avec l'introduction d'un concept qui est le concept des actinides. Et je parlerai essentiellement de 4 points. D'abord, les transitions dans la construction du tableau périodique, telles que je les vois. J'insisterai donc sur une transition particulière qui est justement celle de la découverte du neptunium, plutonium, américium et curium, qui a permis à Glenn Seaborg d'introduire cette notion d'actinide. Je dirai 2 ou 3 mots sur les actinides, un mot sur le mendélévium, puisque c'est d'actualité aujourd'hui, et je conclurai. Alors l'histoire du tableau périodique, on peut le mettre, c'est quelque chose qui démarre actuellement, comme on le pense, à partir du système de Mendeleïev, qui a classé 60 éléments selon leur poids atomique et a fait apparaître des séries et des groupes. Jusqu'à 2016, où en 2016, Ljupak a donné les noms à tous les éléments qui étaient connus à cette époque, jusqu'à l'élément 118. Et dans la version moderne du tableau périodique, les éléments sont classés en fonction de leur nombre de masse, du nombre de protons, en période et colonne, avec le remplissage, comme vous le savez, des orbitales SPDF. Donc cette transition qui s'est faite sur 150 ans, essentiellement a été liée à l'évolution du concept d'éléments chimiques, qui n'était pas évident lorsque Mendeleïev a classé les éléments. Et les étapes marquantes des transitions sont dues aux éléments majeurs qui ont structuré la physique et la chimie entre 1903 et 1939, sur lesquels je ne vais pas insister maintenant. Alors voilà, le tableau périodique, comment il a été construit en 4 périodes. La première, elle démarre, on peut dire, avec Mendeleïev jusqu'en 1925, où on découvre à ce moment-là les derniers éléments qui existent dans la nature. En 1896, avec la découverte des rayons X, la radioactivité naturelle, on connaissait l'uranium, le thorium, débute la découverte des radioéléments naturels qui sont en filiation avec l'uranium et le thorium, et ça s'achève avec la découverte du francium en 1939. En vers 1937, se produit cette transition sur laquelle je vais parler aujourd'hui, et qui naît, on peut dire, avec la découverte de la radioactivité artificielle par Irène Joliot-Curie en 1934, et puis avec l'apparition des cyclotrons qui, les premiers, accélèrent des ions relativement légers vers 1930. Alors, cette transition, elle met en évidence tous les radioéléments artificiels, Z43, dont on a parlé, Z43 qui est le technetium, et 61, le prométhéum, donc Marco vient de parler, puis tous les éléments de 93 à 103, et s'achève vers 1961. Ensuite, en 1968, eh bien, on a accès à des ions accélérés avec des cyclotrons et des accélérateurs à ions lourds. Ça commence en 1958, et on produit à ce moment-là un certain nombre d'isotopes de tous les radioéléments artificiels, qui sont des éléments 6D par fusion froide ou des éléments 7P par fusion chaude. Et tout à l'heure, Valéria Perchina parlera sur ce point. Alors, pourquoi s'intéresser à cette troisième transition, finalement, et aux éléments qui vont de 93 ou 92 à 103 ? Eh bien, au plan historique, on est à la charnière de 2 mondes. La science nucléaire passe de l'Europe aux États-Unis avec le début de la Deuxième Guerre mondiale. Au plan technologique, on passe des sources radioactives qui avaient été utilisées jusqu'à maintenant aux accélérateurs de particules. Et au plan scientifique, en particulier en physique et en chimie,
on passe des éléments naturels aux éléments artificiels et on ouvre de nombreux champs de recherche et d'application. Et au plan sociétal, on produit un élément qui est le pivot de la mise en œuvre de l'énergie nucléaire, qui est le plutonium. Donc je vais parler un petit peu là-dessus. Vous avez la série des actinides avec les dates de découverte et j'ai mis en parallèle la série des lanthanides auxquels on les compare souvent. Alors la quatrième transition, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, débute en 68 et elle conduit aux éléments 6D et 7P, mais ce sont des éléments vraiment éphémères. Et là, on revient sur ce problème de savoir qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'un élément qui a un Z, enfin un nombre de protons très élevé. Alors, en fin de 1939, qu'est-ce qu'on savait? Pour aller plus loin, eh bien, les notions d'isotopes stables et radioactifs des éléments étaient bien stabilisées, ce qui n'était pas évident avant. On ne trouvait plus d'éléments naturels, malgré toutes les recherches que faisaient les chimistes. Les derniers, qui étaient l'aphium, avaient été découverts en 1923 et le rhénium en 1925. On connaissait tous les radioéléments naturels qui avaient un Z donc inférieur à celui de l'uranium, en filiation avec, on connaissait l'uranium-238, l'uranium-235, le thorium-232, et à cette époque, on ne connaissait pas encore le francium, mais ça viendra plus tard. On savait modifier les noyaux des atomes par réaction nucléaire. Ça, c'était quelque chose qui était important. C'était Joliot qui avait montré, en gros, le premier qu'on pouvait produire donc, du phosphore en irradiant d'aluminium. Et alors, on disposait aussi de sources émettrices de rayons alpha, ce qui étaient des sources de polonium, dont on pouvait faire des activités de 200 millicuries au maximum, ou des sources de rayonnement bêta et gamma avec du radium. Et puis, on savait aussi produire des neutrons rapides ou lents par la confection de sources où on mélangeait du radium et du beryllium. Et ça vous donnait donc un flux de neutrons, après isotropes, avec des taux qui n'étaient pas très élevés. Et alors aussi, on commençait à utiliser aux USA, notamment à Berkeley, des fissions d'ions-légions accélérées. D'abord des protons, des deutérons, des particules alpha, et on fabriquait aussi des neutrons par des réactions qui étaient de bombarder du beryllium-10 par des deutérons, ce qui donnait des neutrons, avec des intensités qui, vous voyez, étaient de l'ordre de 10-3 microampères, mais une si faible intensité en ions accélérés, c'était largement équivalent à toutes les sources que l'on savait produire à partir du radium ou du radon. Alors, le schéma que vous voyez, c'est un schéma simple. On envoie un faisceau de deutérons de 16 MeV sur une cible de beryllium, ça fait des neutrons, et puis on met la cible derrière pour l'irradier. Alors, ce qu'on savait aussi, c'est que ces irradiations, ça créait un effroyable mélange de nombreuses radioactivités. C'était quasiment comment dire, il était très difficile de les identifier. Et alors, depuis 1935, si on se place à l'époque, on irradiait des cibles d'uranium avec des neutrons, avec l'idée de synthétiser des isotopes de Z supérieurs à celui d'uranium. Et en fait, il y avait 3 écoles qui travaillaient là-dessus. À Rome, donc avec Fermi. À Paris, c'était à l'Institut du radium. Et à Berlin, c'était Otto Hahn. Alors, cette période, il y a eu beaucoup de publications, mais en fait, ça s'est finalement traduit. On n'a pas trouvé les éléments transuraniens, mais on a découvert quand même la fission de l'uranium au début de 1939 par Otto Hahn. Et on a découvert, à la suite des expériences de Fermi, qui irradiait l'uranium, comme Marco l'a dit tout à l'heure, un isotope qui était l'uranium-239, qui n'était pas connu et qui va jouer un rôle par la suite. Alors, que savait-on aussi à la fin de 1937 pour aller au-delà de l'uranium? Pour aller au-delà de l'uranium, il fallait gagner quelques unités en Z, c'est-à-dire en nombre de protons. Alors, il y avait un processus qui était le plus simple, que tout le monde utilisait, c'était d'irradier un isotope X à Z
par des neutrons, parce que les réactions N-gamma sont très simples. En général, ça donne un isotope qui a un excès de neutrons et il se désintègre par une désintégration bêta et ça donne quelque chose qui a un Z plus 1. Et alors ensuite aussi, il y avait les réactions nucléaires que j'ai indiquées ici et une en particulier qui va jouer un rôle, c'est celle qui consiste à irradier les cibles avec des particules alpha parce que vous gagnez Z plus 2, vous gagnez 2 unités dans le Z. Donc ça, c'était quelque chose qui est important. Alors, qu'est-ce qu'on savait aussi? On savait que l'uranium, qui est un mélange d'uranium-235 et de 238, fissionnait sous l'influence des neutrons. Ça avait été la découverte donc, de la fission. Ça donnait plusieurs produits de fission et 2 à 3 neutrons rapides. Ça avait été montré par Joliot au début de 1939. Ce que l'on savait aussi, c'est que toutes les activités qui étaient nombreuses que l'on produisait, mais en fait, il n'y avait pas beaucoup d'activités. C'était quelques centaines de becquerels. Donc, les mesures de radioactivité à cette époque, elles étaient très, très difficiles à faire et il fallait être très précautionneux. Alors, ce qu'on savait, ce que Irène Joliot avait montré dans toute cette période entre 1934 et 1939, c'est que l'uranium-238 est en filiation avec des isotopes que vous voyez marqués ici, en bleu et en jaune, et que l'activité de ces isotopes, c'était au moins 4 à 5 fois celle que l'on mesurait lorsqu'on irradiait l'uranium avec des neutrons. Donc le problème, il était très compliqué, parce qu'en plus de ce qu'on produisait, on avait toujours les fils de l'uranium. Alors, à partir de là, eh bien, on n'a plus irradié de l'uranium, mais on a irradié de l'uranium purifié chimiquement de tous ses fils, ce qui éliminait un certain nombre de radioactivités. Alors, ensuite, une expérience qui a été capitale, c'était l'expérience de Joliot, qui a montré que si l'on irradiait une très fine couche d'uranium avec des neutrons, eh bien, tous les produits de fission s'échappaient de la cible irradiée, parce qu'elle était extrêmement fine, et on pouvait les récupérer, par exemple, Joliot les a récupérés sur la bakélite. Donc, vous voyez, c'était une expérience très très simple, une source de radon plus beryllium qui émet des neutrons. Encore fallait-il l'avoir, et il était à l'Institut du radium, où là étaient les sources, il n'y en avait pas ailleurs. 2 cylindres de l'électron espacés, un cylindre de l'électron enduit d'uranium et espacé très proche d'un cylindre en bakélite qui recueillait les produits de fission. Voilà, alors qu'est-ce qu'on disposait comme moyen maintenant pour identifier les isotopes pour aller au-delà de l'uranium? Alors, des moyens de détection de mesures de radioactivité, ça c'était très classique. On connaissait les champs d'ionisation, le compteur Geiger-Müller qui a été perfectionné plusieurs fois, la chambre de Wilson pour faire des photographies. Pour mesurer l'énergie des rayonnements, on n'avait pas grand-chose à l'époque, c'est-à-dire qu'on faisait des absorptions dans des écrans. Et les Américains avaient déjà mis au point une chambre d'ionisation à amplificateur proportionnel qui permettait de mesurer les énergies. Le spectre de masse était connu depuis longtemps. Il y avait une seule méthode d'identification qui était la coprécipitation des éléments radioactifs en ultratrace et qui datait de Marie Curie. Et les 2 lois, c'était celles-ci. Si par entraînement, c'est-à-dire par coprécipitation d'un élément en ultratrace, par exemple le radium-226 qui est dans les minerais, par un autre qui est le barium, si on peut enrichir les précipités par coprécipitation successive, on a affaire à 2 éléments. Si par entraînement, dans les mêmes circonstances, on ne peut pas enrichir le précipité, à ce moment-là, on a affaire à 2 isotopes. Et c'est cette propriété qui a permis à Otto Hahn de montrer en fait que la fission qui donnait du barium, c'était bien du barium. Et on avait une idée guide. L'idée guide, c'était que les éléments homologues du tableau périodique ont des propriétés voisines. Alors, en 1939-1940, on découvre le neptunium. Voilà de quelle façon. Macmillan, aux États-Unis, il remarque
qu'une radioactivité bêta de 2,3 jours, qui était très facilement mesurable au Geiger-Müller, reste dans l'uranium purifié irradié aux neutrons. Autrement dit, si on revient en arrière de l'expérience de Joliot, dans la couche d'uranium d'où tous les produits de fission sont partis, parce qu'ils ont un recul, une énergie de recul très importante, eh bien, il reste quelque chose, et ce quelque chose, c'est Macmillan qui le remarque. Alors, il dit, c'est pas un produit de fission, parce que c'est compatible, par exemple, avec une émission bêta, où l'énergie de recul du père, de toute façon, du fils, je veux dire, est très faible. Par exemple, on peut penser que l'uranium-239, que Fermi avait identifié, pouvait donner un élément de Z93 qui serait émetteur, par exemple, bêta. Alors, l'idée à l'époque, c'est de dire, bon, si c'est un transuranien, c'est forcément un homologue d'uranium, puisque quand on regardait le tableau périodique à l'époque, on voit thorium, protactinium, uranium, rhénium, X. Alors, Macmillan et Abelson, irradient donc un dérivé de l'uranium purifié, de toute façon, dissolvent la cible dans de l'acide chlorhydrique, à l'époque c'était comme ça qu'on faisait, ajoutent un peu de rhénium comme entraîneur, et puis se mettent à faire des coprécipitations. Alors, ils essayent de coprécipiter le sulfure de rhénium, ça ne marche pas. Ils essayent de préparer le rhénium métallique par réduction avec du zinc, ça ne marche pas. Ils essayent la volatilisation d'un oxyde de rhénium par oxydation, ça ne marche pas. Alors, ils se posent la question, les éléments transuraniens seraient-ils particuliers? Et ils commencent à ce moment-là à introduire dans ces procédés de chimie un cycle redox. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cycle redox? C'est une suite d'opérations et de réductions pour explorer les degrés d'oxydation d'un élément. Et sur la base donc de mesures de radioactivité, de coprécipitation, Macmillan et Abelson montrent que, d'abord, l'activité bêta de 2,3 jours provient en fait de la décroissance d'une autre activité, qui est une activité bêta de 23 minutes, qui était déjà connue. Alors, l'activité de 23 minutes, elle est insensible à un cycle d'oxydants et de réducteurs. L'oxydant, à l'époque, c'était du bromate de potassium, et le réducteur, tout simplement, du SO2. Et il montre que cette activité a le même comportement que de l'uranium hexavalent. Alors, l'activité de 2,3 jours, elle, au contraire, elle n'a pas le même comportement que l'uranium-6. Elle est oxydée par les bromates et elle est réduite par le SO2. Finalement, il conclut qu'ils ont produit que l'activité bêta de 23 minutes, c'est de l'uranium-239, c'est-à-dire qu'on retrouve quelque chose qu'on connaissait, que l'activité bêta de 2,3 jours, eh bien, c'est un nouvel élément, un nouvel isotope d'un élément, et qui est pentavalent et tétravalent. Et ce nouvel élément est nommé neptunium en 1940. Donc vous avez ici la suite des réactions qui montrent comment on peut distinguer, par exemple, l'uranium-239, par la période c'est facile, mais aussi par l'énergie maximum des bêta. Dans un cas c'est 1 MeV, dans l'autre c'est 0,5 MeV. Donc il n'y avait pas de doute sur les identifications. Alors ce qui montre aussi, c'est qu'on peut séparer le neptunium et l'uranium par un cycle redox et que l'on peut l'isoler, par exemple, par précipitation avec de tétrafluorure de thorium. Alors, à ce stade, Macmillan et Abelson émettent l'hypothèse en disant peut-être qu'il y a une série qu'on va appeler la série des uranides, quelque chose qui suit donc l'uranium. Alors, en 1941, Macmillan et Seaborg, au printemps de 1940, ils suspectent que le neptunium-239, qui était connu, donc, peut donner par décroissance un isotope de numéro atomique 94 qui serait émetteur alpha. Bon, c'est une supposition.
Alors évidemment, puisque les émissions bêta donnent toujours un Z plus 1. Donc 93, on passe à 94. Effectivement, avec un quoteur proportionnel qu'ils ont, eux, ils mesurent une très faible activité alpha de longue période. Alors, ils se posent la question maintenant, comment en gagner en Z? Alors, la première voie, c'est d'augmenter la production de neptunium-239 par la voie neutronique, puisque c'est la plus simple, de toute façon. En fait, les calculs montrent que c'est sans espoir, parce que la production ne sera pas suffisante pour obtenir suffisamment d'éléments d'isotope 94 dont on puisse mesurer l'énergie de l'émetteur alpha. Alors, à ce moment-là, entrent en scène Seaborg, Kennedy, Macmillan et Wall, et en décembre 1940, ils irradient très peu d'uranium, avec un faisceau, mais alors mixte, ici, de neutrons et de deutons, au cyclotron de Berkeley. Alors, quelle est l'idée? L'idée, c'est de produire du neptunium-239, qui est connu et dont on pourra servir de référence, et d'autres isotopes de Z égale 94. La cible est traitée par un simple redox connu, et ils isolent la fraction neptunium et uranium. Alors, très rapidement, sur la base de mesures de radioactivité et toujours de coprécipitation, donc c'est un peu compliqué la chimie là, donc je ne vais pas entrer dans le détail, le groupe de Seaborg montre que le tétrafluorure de thorium coprécipite le neptunium-239. Ça, c'était connu. Mais aussi une autre activité bêta de 2,1 jours. Ce n'était pas 2,3, c'est 2,1. Donc il n'y a pas beaucoup de différence, mais à l'époque, ils faisaient des bonnes mesures. Et ils trouvent également qu'il y a quelque chose qu'ils ont appelé Y, qui est émetteur alpha. Alors, l'activité de 2,1 jours, c'est un isotope de neptunium. L'activité alpha a un comportement différent de celui du neptunium, qui était bien connu, plus difficile à oxyder que le neptunium, car il faut utiliser à ce moment-là le plus fort oxydant que les chimistes connaissaient sur la planète, c'était le persulfate de sodium avec de l'argent. Et il montre aussi que ce Y ici est réduit par SO2. Leur conclusion, eh bien la conclusion, c'est qu'ils ont formé du neptunium-238 par une réaction donc des deutons sur l'uranium-238 qui a formé du neptunium-238. Et ce neptunium-238, par des intégrations bêta, donne un Z plus 1, donc qui est un isotope d'un élément de Z égale 94. Et cet isotope, ici, il mesure une radioactivité alpha, 80 ans de période, et Y sera nommé plutonium en 1942. Alors, dans la suite de ces expériences, il montre aussi que l'on peut séparer le neptunium et on peut séparer aussi le Pu des produits de fission. Alors, oui, donc ensuite, c'est l'obtention du Pu 239. Alors là, c'est une longue histoire, et cette longue histoire, elle débute par de la chimie, et Seaborg montre surtout que le Pu 239 fissionne 50 fois mieux que l'uranium 235. Donc, à ce moment-là, évidemment, ça, c'est une grande découverte, parce qu'on pense à la bombe. Et en 1942, s'est mis en place le Manhattan Project. À la fin de 1942, on irradie 10 kg d'uranium-238. On prépare quelques microgrammes de PuO2. On fait la chimie là-dessus. En 1944, c'est-à-dire 2 ans après, eh bien, il y a des réacteurs qui produisent à peu près 50 à 100 grammes par jour de plutonium militaire. En juin 1945, c'est la première expérience d'un engin atomique à l'Alamogordo. Et aujourd'hui, eh bien, le plutonium est produit dans tous les réacteurs. Alors, on est en 1942-1944. Macmillan et Seaborg, ils pensent évidemment que Z égale 95 et 96 vont avoir les mêmes propriétés que le neptunium et que le plutonium. Donc ils partent là-dessus, ils irradient le plutonium avec des deutons pour avoir
Z égale 96, avec des neutrons aussi pour essayer de faire un Z95. Et ça conduit à des réactivités nouvelles, mais qui sont insensibles au cycle redox. Et finalement, c'est là que Seaborg émet l'hypothèse de l'existence d'éléments similaires aux lanthanides, les actinides. Et on identifie à ce moment-là Z égale 95 et 96, qui sont des homologues de l'uranium et du gadolinium, et qui sont trivalents. Donc là, on voit aussi cette chimie qui identifie vraiment ces radionuclides. Alors, ensuite, tous les éléments transcuriens, ça c'est une longue histoire qui amène à trouver des nouvelles méthodes de séparation et d'identification plus rapides que la coprécipitation. Et là, vous avez un schéma historique qui montre comment les éléments transuraniens, américium, curium, bacalauréat, sont élués d'une colonne dans le même ordre que le sont les lanthanides. Et là, à ce moment-là, ça conforte l'hypothèse des actinides. Alors les actinides, c'est une série qui est très particulière. Le plutonium, c'est l'élément central. Et il a une particularité, par exemple, c'est qu'il a une phase delta cubique face centrée qui est stabilisée au gallium dont on a parlé, et qui est une phase dont la densité augmente avec la température et qui a une compressibilité remarquable, ce qui permet de faire les bombes au plutonium. C'est en raison de cette propriété chimique. Alors les actinides, évidemment, c'est comme les lanthanides, mais ça a beaucoup de différences. Bon, je ne peux pas trop insister là-dessus, de toute façon, parce que ça m'amènerait un petit peu loin. Un mot sur le mendélévium, parce que le mendélévium, ça a été une rupture également. En 1955, quand on l'a découvert, l'isotope de mendélévium était produit à peu près à raison de 2 atomes toutes les 3 heures d'irradiation. C'est pas beaucoup. Et il était détecté par la fission spontanée de son fils. 20 ans plus tard, on en produisait un petit peu plus. Mais le mendélévium, c'est le dernier élément que l'on peut produire avec des ions légers. Au-delà de Z égale 100, il n'y a plus d'émission bêta. Donc on ne peut pas gagner sur le Z. Au contraire, c'est de la capture électronique et on revient en arrière, on fait du Z-1. Donc là, c'est vraiment l'arrêt. Alors, le mendélévium, c'est le premier élément pour lequel les isotopes ont été produits dans ce qu'on a appelé one atom at a time, avec lesquels on a fait les premières expériences de chimie statistique. C'est-à-dire, on répète l'expérience jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de statistiques pour avoir les propriétés chimiques. Et ça pose le problème qu'aux dilutions extrêmes, c'est-à-dire quand vous avez quelques atomes, faire de la chimie pose de nombreux problèmes instrumentaux, détection, des problèmes fondamentaux, est-ce que la loi de l'action de masse est valable, etc., etc. Et les expériences de partage sur le mendélévium, eh bien, ça a permis de lancer tout ce qui va venir après, dont va parler Perchina tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut faire de la chimie sur des éléments qui ont des très faibles périodes et qui sont produits donc par irradiation. L'astuce, c'est de récupérer les produits de réaction qui sont émis en général vers l'avant par une atmosphère d'hélium dans laquelle il y a des aérosols de KCl, chlorure de potassium. Et en pompant sur l'enceinte où sont produits les radioisotopes, on peut les transporter jusqu'à 10 mètres, 20 mètres pour pouvoir faire la chimie, qui est en général une chimie automatique. Conclusion, la découverte des éléments transuraniens, c'est une histoire assez courte, mais compliquée, dans laquelle la radiochimie a joué un rôle majeur, ainsi que des moyens expérimentaux lourds d'irradiation, comme les cyclotrons et les réacteurs nucléaires. La période de temps autour de 39-45 a été exceptionnellement fertile en connaissances, mais elles ont été révélées après la guerre. Le plutonium, c'est le plus fascinant des actinides découverts par la Seconde Guerre mondiale. Ses propriétés physiques et chimiques sont uniques parmi tous les éléments. L'utilisation du PU dépend de sa composition isotopique, militaire, si c'est du PU à 239 à 91-13%, ou civil. Et la découverte des actinides a ouvert la voie à la synthèse des éléments translorentziens, c'est-à-dire Z104 à 118, dont ma collègue va parler par la suite.
Merci. Peut-être a-t-on le temps pour juste une question, parce que nous sommes un peu en retard. Oui, Pascal Cossard. Alors, quelle est l'étymologie du mot actinide alors? Ça vient de actinium, parce que Seaborg pensait que c'était la même, c'était une série homologue, donc à la série des... L'étymologie, c'était quoi alors de l'actinium? Actinium, c'était actif et émettre des rayonnements. Ah, d'accord. Oui. Hein, c'était ça, actinium. L'actinium, c'est l'équivalent grec du radium. Voilà. Parce qu'actinos, c'est un rayon en grec et en latin, c'est radius. Donc, ça veut simplement dire qu'il est radioactif, mais en grec. C'est vrai, les poissons actinoptérygiens sont des poissons qui ont des nageoires en étoile. Absolument.